Quickly Live. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'invité politique de cette édition des Nouvelles Donnes n'est autre que le porte-parole du gouvernement de la République qui vient apporter des nouveaux éclairages quant à la marche principalement politique de notre pays. Monsieur le ministre Lambert Mene Omalanga, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté l'invité des Nouvelles Donnes. Merci d'être là. Sous les feux de l'actualité encore, messieurs les porte-parole du gouvernement, c'est cette visite en série dans la région des Grands Lacs du patron de l'ONU, le secrétaire général, Ban Ki-moon, qui vient de terminer sa série de visites les week-ends. Quoi retenir du point de vue de la situation sécuritaire de notre pays qui aura occupé une place de choix dans cette visite, monsieur Lambert Mene? Il faut retenir que nous entrons là dans la phase de mise en œuvre d'une série d'accords qui ont été signés aussi bien à Addis Abeba qu'à New York sous la forme de la résolution 2098 votée récemment pour ramener la paix et une stabilité durable dans la région des Grands Lacs. C'est ce que les Congolais, aussi bien les dirigeants que la population attendaient depuis fort longtemps. Vous savez que notre région a été perturbée du fait des immixtions assez graves de la communauté internationale sur notre territoire en 1994. Certains l'ont oublié, mais nous pas, et donc c'est normal que nous attendions une intervention aussi déterminante de la part de la communauté internationale, pas parce que nous sommes incapables, mais que nous savons qu'un fait comme celui-là, qui a causé gravement de dommages à notre pays et qui est advenu par le fait de la communauté internationale, devrait, lorsque nous essayons d'en corriger les effets, être assisté par la même communauté internationale. Ce n'est que justice. Monsieur le ministre, dans le contexte de ces voyages dans la région des Grands Lacs du secrétaire général Ban Ki-moon, il y a sa demande selon laquelle le gouvernement de la République devra négocier avec les M23, alors qu'on connaît la position du gouvernement de la République. Les M23 doivent se dissoudre et déposer les armes. Je crois que vous avez mal compris cette position du gouvernement, tout comme vous avez mal interprété la cible de la demande du secrétaire général. Le gouvernement n'a jamais quitté la table de ce contact avec le M23. Souvenez-vous, il n'y a pas 2 semaines que les événements se sont déroulés. C'est le M23 qui a quitté la table de négociation. Donc, lorsque le secrétaire général demande qu'on reprenne les discussions avec le M23, il s'adresse bien au M23 qui a quitté la table de négociation. Le gouvernement n'ayant jamais quitté, en quoi ça revient de dire au gouvernement d'aller là où il est? Le gouvernement est dans la table de négociation. C'est le M23 qui a quitté la table de négociation. Donc il n'y a que ceux qui veulent simplement casser du sucre sur le gouvernement qui s'imaginent que le secrétaire général pouvait par ses mots admonester le gouvernement. Non, il est dans la même ligne que le gouvernement, qui n'a jamais quitté. Le ministre Tshibanda vous a annoncé il y a moins de 10 jours que le gouvernement était prêt à continuer ses contacts pour autant qu'il ait un interlocuteur devant lui, en l'occurrence le M23, qui avait quitté la table de négociation, et pour autant que nous allions là-bas, pas pour ressusciter un groupe armé criminel, mais pour participer avec ceux qui l'ont créé à son autodissolution. C'est ce que le gouvernement a toujours dit. Il n'y a rien de nouveau, donc nous sommes du même point de vue que le secrétaire général, et donc c'est au M23 que s'adresse le reproche, si reproche il y a. Monsieur le ministre, si vous êtes en phase avec Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, comment comprendre la déception ou l'insistance que fait la société civile du Nord Kivu, vous demandant à vous, le gouvernement, de ne pas négocier du tout avec les M23? Mais le gouvernement n'est pas la société civile, puis-je vous le faire remarquer. Le gouvernement est le gouvernement, la société civile est la société civile. Bien sûr, la société civile est libre de ses sentiments, de ses positions, nous la respectons beaucoup, mais nous ne sommes pas la société civile. Il vaut mieux demander à quelqu'un de la société civile les fondations, les fondements de sa déception. Nous ne voyons pas en quoi le fait pour le gouvernement de continuer ce contact de Kampala qui ne légitime personne, qui consiste simplement à obtenir l'autodissolution du M23 plutôt que sa dissolution par les armes qui coûtera des vies congolaises.
Nous ne voyons pas en quoi cela peut être mauvais pour la nation congolaise. Donc, nous avons considéré qu'il est important d'obtenir la fin de ce groupe criminel par la collaboration et la coopération de ceux qui l'ont constitué, sans qu'ils soient pour cela récompensés par je ne sais quel schéma d'impunité, cela n'existera plus, ou par je ne sais quel schéma d'intégration dans les FRDC des éléments criminels, cela n'existera plus non plus. Je ne vois pas ce qui pourrait, dans un tableau comme celui-là, mécontenter un patriote congolais. Monsieur le ministre, il y a l'Afrique entière qui célèbre les cinquantenaires de l'existence de l'Union africaine à 10 en marge de ces 23e sommets. Il y a cet appel de l'Union africaine également en direction du gouvernement de la République particulièrement, mais aussi aux pays voisins agresseurs, l'Ouganda, le Rwanda, de négocier avec vos rébellions, vous, les gouvernements de la République. Oui, je voudrais d'abord dire que ce qui s'est passé à Addis Abeba a tout lieu de nous réjouir. Nous avons été le seul pays qui a été félicité par le secrétaire général des Nations Unies dans son rapport à ce parterre de chefs d'État sur les efforts de pacification dans la région des Grands Lacs. Seul le président Joseph Kabila et la République démocratique du Congo ont mis en œuvre des dispositions juridiques, pratiques, pour passer à la phase d'implémentation, comme on dit, de ce qui a été décidé à Addis Abeba et à New York. C'est un reproche voilé envers d'autres gouvernements qui, tout en ayant signé, tout en ayant fait des déclarations très positives vis-à-vis de l'accord cadre et de la résolution 2098, font tout sur terrain pour freiner. Vous avez suivi certaines interviews qui deviennent en fait des plaidoyers pour le M23, alors qu'on a signé à Addis Abeba que le M23 était une force négative. Donc c'est un reproche voilé que nous soutenons. On ne peut pas signer une chose et venir sur terrain faire autre chose. Nous considérons que nous sommes restés constants avec nos engagements. Le président a mis en œuvre un comité de suivi pour mettre dans les dispositifs de réalisation de ce qui a été convenu, tous les pans de la société congolaise, les gouvernements, l'armée, la société civile et l'opposition, tout le monde va se retrouver dans un cadre de concertation qu'il a mis en place le plus officiellement du monde, sans compter les concertations qui sont une initiative tout à fait parallèle, qui sont une initiative qu'il a prise déjà depuis la fin de l'année dernière. Bref, nous avons été félicités à Addis Abeba. Pour le reste, la demande concernant des contacts avec les différentes oppositions armées, il faut noter que le gouvernement de la République démocratique du Congo, le président de la RDC sont aussi là également de loin en avance sur les autres. Qu'est-ce qu'on demande? Qu'il faut parler avec ceux qui posent problème. Et donc, arriver à obtenir la fin des problèmes au moindre coût en vies humaines. C'est ce que nous poursuivons. Nous parlons avec le M23. Vous savez très bien les critiques. La société civile qui vous demande de cesser bien toute sûr négociation avec le M23. Je vous ai dit, la société civile est la société civile. Nous sommes le gouvernement. Nous ne sommes pas le gouvernement de la société civile. L'opposition politique a quitté ça aussi. Bien sûr, nous ne sommes pas le gouvernement de l'opposition. Nous sommes le gouvernement de la majorité. Je puis vous le dire. Et donc, la responsabilité nous revient. Et d'autres pays qui sont dans la même situation que nous, puisqu'on a vite fait, parfois même chez nos amis de l'opposition, d'imaginer que seul le Congo a une opposition armée. Pas du tout. On vient de vous rappeler qu'il y a les FDLR au Rwanda, il y a l'ADF Nalu, si on ne parle même pas de la LRA en Ouganda. Et donc, personne dans ces pays n'a même imaginé pouvoir parler avec ces oppositions armées pour réduire le coût de leur répression. Et là, l'Afrique se réveille et demande au Rwanda de faciliter la paix dans la région des Grands Lacs en parlant aussi avec le FDLR. Force tout aussi négative que le M23. On demande au Rwanda de parler avec l'ADF Nalu. Non, Kigali n'a pas réagi. Il faut être sincère. Il dit toujours. Non, hier, lorsque l'appel a été annoncé, Kigali n'a pas réagi. On imagine que Kigali réfléchit. Et donc attendons de voir ce que Kigali dira avant de juger Kigali. Monsieur le ministre, il y a également, dans le même contexte, l'opposition politique à Kinshasa qui demande avec insistance des négociations, dit-on, inclusives, y compris les M23.
Je ne sais pas s'il faut mettre ainsi la charrue avant les bœufs, mais nos amis nous habituent à gloser sur des initiatives qui sont déjà prises. Cette habitude d'enfoncer des portes ouvertes. Le président a annoncé le 15 décembre 2012 qu'il y aura des concertations. Ces concertations, nous sommes à la veille de leur démarrage. On est en pleine phase de consultation. On consulte la majorité, on consulte l'opposition, on consulte la société civile. Mais ils ont toute l'attitude de dire ces choses-là lorsqu'ils sont reçus. Ils ont été reçus par le président il n'y a pas si longtemps que cela à la Cité de l'Union africaine. Et donc, venir maintenant avec les mêmes, la sempiternelle revendication, alors que le président n'a même pas encore répondu publiquement à ces propositions qui lui ont été faites, c'est un peu de la gesticulation, pardonnez-moi le mot, ça ne nous avance à rien. Oui, nous avons reçu, le président a reçu ces propositions-là, laissons-le annoncer. Les concertations, alors, y compris le M23, ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas Kampala? Mais à Kampala, on parle avec qui? Pas avec le vent, on parle avec le M23. Alors, comment on peut aujourd'hui articuler honnêtement une revendication vis-à-vis du président ou du gouvernement demandant ce que le président et le gouvernement sont occupés à faire à Kampala? Ce n'est pas sérieux. Ça peut entamer la crédibilité de cette opposition. Il faut faire attention. Qu'est-ce que vous pensez de cette allégation, je puis dire, certains membres de l'opposition politique à Kinshasa pour affirmer que la situation sécuritaire à l'Est est un épiphénomène? C'est de l'irresponsabilité. Ah et bon? Je sais que ce n'est pas tout le monde dans l'opposition qui peut dire cela. Nous avons des personnalités dans l'opposition qui sont soit elles-mêmes ressortissants de l'Est, qui sont soit très au courant de ce qui se passe à l'Est. Il faut ne pas savoir ce qui se passe pour qualifier d'épiphénomène quelque chose qui menace l'existence même d'un pays. Dans la bouche des responsables politiques, c'est de l'irresponsabilité. C'est de je dis de l'irresponsabilité. Et ce n'est pas tous les responsables du MLC qui peuvent parler comme ça. Je ne sais pas quel est le contexte, mais prétendre aujourd'hui que c'est un épiphénomène, c'est réellement être à côté de la plaque et être irresponsable. Puisque si le pays disparaît, je suis sûr qu'il ne parlerait plus du tout. Monsieur le ministre, quelle est la situation à l'ère qu'il est sur le théâtre des opérations? On sait que les FARDC venaient de donner une belle réplique aux assauts tout récents du M23. Je ne vous le fais pas dire, c'est une réalité. Goma a été de nouveau menacé par cette force négative qui tentait ainsi d'empêcher le secrétaire général des Nations Unies d'aller finaliser les préparatifs pour le déploiement de la brigade d'intervention des Nations Unies. Vous comprenez bien que cette brigade gêne pas mal d'agendas, notamment les agendas de ceux qui ont créé le M23 de toutes pièces à partir du Rwanda voisin et qui ne veulent pas qu'on leur enlève le pain de la bouche. Et donc, on a essayé de terroriser non seulement le peuple congolais, mais même la communauté internationale. Et nous sommes très fiers de la réplique que les forces armées de la République ont réservée à ces terroristes en les repoussant sans l'aide de personne. Nous n'avons pas eu besoin du soutien ni de la force MONUSCO dans sa forme traditionnelle, ni de la brigade d'intervention qui n'est qu'à ses premiers pas, qui est en train de s'installer dans la région. Et donc l'armée congolaise a démontré sa capacité à pouvoir accomplir les devoirs qui sont les siens. Et donc cela promet pour la suite une coopération assez efficace entre elle et la brigade internationale. Et vous savez que même le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, a salué ce que les FARDC ont fait en disant que les FARDC ont fait le nécessaire. Je pense que, aussi bien du côté de la nation que du côté de la communauté internationale, les FARDC ont marqué là un point tout à fait significatif. Monsieur le ministre, comment expliquez-vous, d'après les échos qui émanent du Nord, qui vous autour des Goma, cette tendance qu'on observe de la part des FARDC de vouloir reculer devant les M23 dans certains territoires occupés par ces rebelles? Je ne pense pas que ce soit une tendance au sein des FARDC. Vous savez que c'est un conflit. Nous sommes toujours au Congo, non? Vous savez que c'est un conflit qui implique pas mal de
de médiation, pas mal de facilitation. Il y a la MONUSCO qui est là, il y a la CIRGL, il y a le comité d'évaluation de la CIRGL qui fonctionne. Et donc, chacun vient avec sa bonne volonté pour essayer de calmer le jeu. Lorsque les FARDC réagissent comme ils l'ont fait, ils ont récupéré des positions sur les groupes négatifs du M23. Cela provoque une montée de fièvre, une montée d'adrénaline chez ceux qui soutiennent les M23 dans la région. Ce sont des gouvernements, c'est un gouvernement au moins qui s'agite, qui fait pression, parce que ce gouvernement fait partie du système des Nations Unies, ce gouvernement fait partie de la CIRGL, et donc il y a en écho des réactions dans la MONUSCO, dans la CIRGL, des gens qui demandent à nos forces, pour calmer le jeu, est-ce que vous ne pourriez pas rentrer dans les positions initiales? Je dis que du point de vue du gouvernement, cela ne se justifie pas. La FARDC ne peuvent pas négocier leur présence dans n'importe quelle partie du territoire congolais. Nous comprenons que les personnes qui servent d'assistance ou de couloir de transmission entre nous et le voisin à problème que nous avons cherchent à arrondir les angles, mais il y a des principes du droit international, il y a des principes constitutionnels auxquels nous ne pouvons pas déroger. Les forces armées de la République démocratique du Congo ne peuvent pas négocier le fait d'occuper un espace du territoire qu'ils sont appelés à sécuriser. Donc, ceci pour vous dire qu'il n'est pas interdit à nos partenaires de nous donner des conseils, mais en même temps, personne ne peut nous dire d'appliquer strictement les prescrits de notre Constitution et les prescrits de la responsabilité qui incombe au gouvernement et au FARDC de sécuriser les 100% du territoire congolais. De la mise en œuvre de cette force internationale dont vous parlez, Monsieur le ministre, il y a cette position prise par... ou cette annonce faite par le secrétaire général des Nations Unies sur place à Goma concernant cette mise en œuvre, parlant de 1 mois à 2 mois, grosse déception parmi les habitants de Goma, y compris la société civile. Hein? Je pense que ne peuvent être déçus que ceux qui ne maîtrisent pas très bien les mécanismes de fonctionnement des forces internationales ou du système des Nations Unies. 1 à 2 mois, je vous assure que c'est un des calendriers les plus rapides auxquels on puisse assister. Il est rare qu'une force se déploie à moins de 6 mois à 1 an. Donc nous pensons que 1 à 2 mois, c'est assez correct. Et donc, du point de vue de nos experts, c'est quelque chose que nous devrions plutôt saluer au lieu de faire la fine bouche. Oui, la société civile craint que pendant ce temps, les M23 viennent à occuper de nouveaux terrains. Considérons qu'il s'est déjà passé 1 semaine depuis que le secrétaire général a fait cette annonce. Il n'y a plus que 3 semaines à peu près, ou un peu plus, pour que le déploiement se fasse. Considérons aussi qu'il y ait des tentatives, comme il y en a eu juste avant l'arrivée du secrétaire général et pendant son séjour là-bas. Les forces armées ont pu faire le nécessaire. Pour le reste, si la pression continue, si elle devient beaucoup plus forte, elle aura certainement besoin de l'appui de cette brigade internationale. Donc il y a lieu de considérer qu'il y a des choses que les FARDC peuvent faire, elles l'ont démontré, et d'autres que nous serons plus efficaces en les faisant ensemble avec les autres. Rien donc ne devrait nous pousser à être découragés. Ça ne se fera donc pas tardivement comme le craint la société civile de notre Non, il n'y a aucune raison techniquement de penser qu'on a retardé les choses, bien au contraire. Monsieur le ministre, il y a cette déclaration également du ministre sud-africain de la Défense qui a laissé entendre que l'armée sud-africaine prendrait en charge le FARDC en attendant que le FARDC puisse être en mesure de se prendre en charge, monsieur le ministre. Comment vous avez accueilli une telle déclaration au sein du gouvernement de la République? C'est la fameuse déclaration où on dit qu'ils vont faire du babysitting. Nous avons suivi un peu jusqu'à ses racines cette déclaration. Il y a eu un montage de la part de certains de vos confrères qui essayent tout le temps de piéger la République démocratique du Congo. Ici, il s'est agi d'essayer d'opposer de manière assez subtile, mais nous n'avons pas donné dans le piège la République démocratique du Congo avec les amis qui
qui viennent l'aider. Nous n'avons pas beaucoup d'armées qui vont venir nous soutenir. Il y a le Malawi, il y a l'Afrique du Sud, il y a la Tanzanie. Et donc nous opposer à l'Afrique du Sud, ce serait déjà affaiblir le camp. Qu'est-ce qui s'est passé? La ministre parle devant un parterre de parlementaires ou de journalistes et il dit nous allons envoyer des soldats pour soutenir nos amis en République démocratique du Congo. Et le journaliste le même, à partir d'un pays européen, qui pose la question de savoir, vous allez donc faire du babysitting, parce que ces gens-là, c'est comme des bébés. Qu'est-ce que vous voulez que la ministre réponde? Dit oui, nous allons, si c'est du babysitting. Elle est tombée dans le piège? Ah bien sûr, c'est un piège, mais nous n'allons pas lui en vouloir. Nous savons pourquoi on a fait ça. Nous n'allons pas aider ceux qui veulent nous opposer à nos amis à arriver à leur fin quand même. C'est pas parce qu'ils disent babysitting que nous allons nous offusquer comme si nous avions l'armée la plus forte d'Afrique. Vous n'ignorez pas qu'on a détruit notre armée. Il y a eu un complot international ici pour détruire notre armée et que donc nous assistons à une renaissance de l'armée congolaise depuis 2009. Et si on peut appeler cela renaissance, c'est que si l'armée est un bébé, disons qu'elle est un bébé, pourquoi pas? Vous croyez que cela va nous offusquer? Mais le bébé a montré de quoi il est capable, puisqu'à Goma, ce n'est pas les Sud-Africains qui ont repoussé le M23 et leurs alliés, à Mutaho et à Kibati, c'est les FARDC. Donc bébé commence à donner des coups. Donc, ça ne nous offusque en rien du tout. Messieurs les journalistes de la presse occidentale qui voulaient chaque fois nous opposer à nos amis, vous avez échoué. Les Sud-Africains restent nos amis, ils viennent nous assister, nous avons besoin d'eux. Qu'il ait dit babysitting, nous savons qu'en anglais ce n'est pas la même chose qu'en français, c'est porter assistance à quelqu'un qui n'a pas les moyens de résoudre un problème tout seul. C'est ça aussi faire le babysitting. Et donc, c'est la situation dans laquelle se trouve la République démocratique du Congo. Le piège a donc raté. Nous restons les meilleurs amis de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui envoie ses soldats se faire tuer aux côtés de nos soldats mérite quand même que nous puissions la respecter. Nous avons reçu cela comme une analyse un peu crue de la situation dans laquelle nous nous trouvons, mais nous nous trouvons effectivement dans cette situation. Et ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'on nous chasse, nous et nos amis, nous chassions ces forces négatives qui tuent nos populations. Nous n'en sommes pas à une plaie d'amour propre. Nous sommes à l'existence de notre pays. Il ne faut pas confondre les priorités. Monsieur le ministre, donc pour vous, une telle déclaration de la ministre de la Défense d'Afrique du Sud n'est pas humiliante. Ça ne prête à aucune conséquence, ça ne nous humilie en rien du tout. En rien. En rien du tout. Alors, il y a une délégation intergouvernementale qui séjourne depuis le week-end à Goma. Quels sont les buts précis? Goma, conduite par le vice-ministre de la Défense. Goma est en République démocratique du Congo. Le gouvernement est obligé de gérer la République, gérer les problèmes de sécurité qui se posent là-bas. Et donc il est normal que nous allons là-bas à Goma, inspecter nos troupes, inspecter notre police, voir notre système de défense, comment il fonctionne, parce que nous sommes à une frontière particulièrement hostile. Vous suivez les déclarations quand même des dirigeants de ce pays que nous avons comme voisins, qui ne font que faire des plaidoyers contre toutes les forces négatives qui s'agitent chez nous, qui ne font que exprimer leur mépris pour notre pays, et donc nous devons absolument renforcer nos capacités de défense. Alors, monsieur le ministre, il y a également cette demande de l'opposition politique à Kinshasa, dans le contexte du voyage effectué chez nous et dans l'ensemble de la région des Grands Lacs, concernant les départs du représentant du secrétaire général des Nations Unies, Roger Miss, de Kinshasa, les remplacer par quelqu'un d'autre. Semble-t-il, d'après l'opposition, Roger Miss aura favorisé la fraude, d'après l'opposition politique du pouvoir en place, et même n'aurait pas permis l'arrangement d'un rendez-vous avec Ban Ki-moon lors de son passage à Kinshasa. Ça vous fait sourire, monsieur le ministre? C'est de l'infantilisme. Ah bon? Dis donc, vous croyez qu'on a envoyé Roger Miss ici à Kinshasa pour organiser des élections? Mais on n'a jamais demandé aux Nations Unies d'organiser des élections à RDC. Et pour favoriser une fraude, il faut être à l'organisation d'une élection. Ce n'est pas en assurant la sécurité des élections qu'on organise la fraude. Et si insécuriser les élections, c'est ça frauder
C'est la majorité qui accuserait Roger Miss d'avoir failli à son devoir, puisqu'à Mbujimaï, des gens sont morts par le fait de l'opposition. À Kananga, des gens sont morts par le fait de l'opposition. À Kinshasa, des bulletins ont disparu, des bulletins brûlés par le fait de l'opposition. Donc il faut savoir faire attention lorsque on lance des accusations. Il y a un effet boomerang qui risque de venir sur vous. Parce que qui ont insécurisé les élections, ils sont connus. Or, la MONUSCO n'avait pour mission que d'aider le gouvernement et la police à assurer la sécurité du système électoral. Le système électoral a été mené par la Commission électorale nationale indépendante, et s'il y a eu des dysfonctionnements que nous avons tous décriés, moi-même je suis allé en recours à la Cour suprême contre la Commission électorale nationale indépendante, alors que je suis de la majorité, je suis un des principaux collaborateurs du président. Et la Cour suprême a statué, nous devons nous incliner devant les décisions du juge électoral. C'est un débat qui est dépassé, c'est terminé, personne ne prend cela au sérieux. Donc vous pouvez noyer New York dans des tonnes et des tonnes de paperasse. On a un régime politique qui est bien assis en République démocratique du Congo, qui a sa légitimité tirée des élections. C'est avec ce régime que Ban Ki-moon vient parler. Si quelqu'un avait encore des doutes, c'est le fait que Ban Ki-moon a parlé avec le président et pas avec d'autres qui prétendaient combattre la légitimité du président. Alors, il faut en finir avec ces illusions et aller à ces concertations auxquelles le président appelle les Congolais. Peut-être là-bas, on pourra parler de ces choses-là, entre nous Congolais. Vous savez, qui est légitime et qui n'est pas légitime au Congo, ce n'est pas une affaire de Ban Ki-moon ou de Roger Miss, c'est une affaire de Congolais, c'est-à-dire nos amis de l'opposition et nous. C'est donc entre nous qu'on doit parler de cela. Chaque fois qu'ils essayent d'en parler avec d'autres, on se moque d'eux, on se moque de nous. Voilà ce que je peux dire. Monsieur le ministre, à l'heure actuelle, on en est aux tractations pour la mise en place des membres du bureau de la nouvelle CENI. Vous pensez que le délai sera tenu? Je ne pense pas qu'on fasse des tractations pour la mise en place des membres du bureau. Oui, il y a une CENI. Il y a une CENI et il n'y a pas que le bureau. Excusez-moi. Oui, avant le bureau, il y a l'Assemblée générale de la CENI. Vous savez, la loi a changé. Donc ne considérez pas qu'il n'y a que le bureau de la CENI. Non, il y a l'Assemblée générale et un bureau de 6 membres. Une assemblée générale de 13. C'est tous ces gens qu'on est en train de mettre en place. Et je pense que les délais seront tenus parce qu'à part une exception, je pense, toutes les composantes qui sont prévues par la loi ont déjà rendu leur décision auprès de l'Assemblée nationale. Des composantes plurielles. Avec oui, différentes listes absolument. harmonisées. Et l'Assemblée nationale est chargée d'harmoniser cela. Le bureau de l'Assemblée nationale a la charge d'harmoniser cela. Et je pense que nous serons dans les délais, puisqu'avant la fin des délais prévus, le bureau de l'Assemblée nationale proposera au chef de l'État une ordonnance qui désigne effectivement les membres de cet important organe d'accompagnement de la démocratie. Il n'y aura aucun retard, à mon avis. Même lorsque l'opposition politique avance des conditionnalités pour dire on ne désigne pas nos membres pour les bureaux de la nouvelle CENI tant qu'on n'aura pas facilité la désignation de notre porte-parole à nous. Cette information n'est pas vraie. Il y a 4 groupes dans la composante opposition politique et 3 groupes ont déjà rendu leur nom. Ce n'est pas parce qu'un seul groupe dit qu'il ne veut pas rendre son nom que l'opposition politique s'oppose. Depuis quand un engage 4? Si 3 ont déjà rendu et qu'il y a un seul qui dit qu'il ne veut pas rendre parce qu'il met des conditions, la seule chose que je peux vous dire, c'est que la nation ne va pas prendre du retard à cause d'un seul groupe ou d'une seule personne morale. Il est possible que l'Assemblée nationale prenne d'autres dispositions pour que coûte, nous ayons la commission électorale nationale indépendante et ceux qui veulent saboter le processus de désignation n'auront qu'à s'en prendre à eux. Le pays ne peut pas maintenant être retardé à cause de ce qu'on peut considérer à la limite comme une sorte de condition qui n'a rien à voir avec la mise en place de la CENI. On ne peut pas comme ça prendre en otage tout un pays qui a besoin d'avoir son administration électorale parce que l'opposition éprouve des difficultés à désigner son porte-parole. Je ne vois pas en quoi les deux dossiers peuvent être liés. Monsieur le ministre, on va se quitter là. La nouvelle donne est terminée ce soir. Votre mot de conclusion? Je voudrais exprimer une fois de plus notre satisfaction comme gouvernement devant l'allure que prennent les choses en ce qui concerne la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba
et de la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo. Je voudrais appeler les Congolais à soutenir ces efforts qui prennent forme maintenant et à s'apprêter à participer à cet espace d'échange, de dialogue et de concertation que le président de la République vient d'instituer à 2 niveaux. D'abord au niveau du comité de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba et ensuite au niveau des concertations nationales qui vont avoir lieu très très bientôt. Voilà. La République démocratique du Congo bouge et les événements se bousculent. Ainsi va également votre émission Nouvelle Donne. À chaque fois que besoin se fait sentir, le porte-parole sera toujours là à votre demande pour apporter d'autres éclairages comme il vient de le faire. Merci à vous, monsieur le ministre Lambert Mene Omalanga. C'est toujours égal à vous-même. À tous et à chacun, excellente suite des programmes sur notre antenne. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à réaliser, à préparer cette émission. Et bonsoir. Mikili Live.